13h à Cotonou, 12h en temps universel. Hello la team, c'est Fatih, votre Ahovi. Je vous invite à suivre La Clinique Décalée. Et ça, c'est sur Radio Afrique Santé. Bisous. Bonjour et bienvenue dans cette tranche d'information dont voici les titres. Dans ce journal, nous parlerons de la célébration de la fête de Toussaint et tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette fête. Quels sont les facteurs de risque liés à l'AVC? Restez avec nous pour en savoir plus. Dans ce journal, vous aurez les avis de quelques personnes sur les relations amoureuses qu'on qualifie de toxiques. Et en page sport, nous parlerons entre autres du projet phare de la FIFA dont le Bénin est le pays de lancement. Voici pour les titres, place au développement. La communauté catholique du monde entier célèbre aujourd'hui la Toussaint. C'est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Beaucoup sont allés aux différentes célébrations de ce matin, prier pour eux, mais également pour les saints afin qu'ils intercèdent pour eux. Écoutons quelques-uns. À l'origine, ce n'était pas 1er novembre. Cela se fêtait en juin. C'est bien après que dans les mutations de l'Église, cela est venu au 1er novembre. Cela a été fixé au 1er novembre. Et d'ailleurs, on dit que tout le mois de novembre est un mois de mémoire de nos défunts. Nous célébrons la solennité de tous les saints. C'est une fête de la tradition même de l'Église. On dirait que cette fête est dans la tradition et même dans les Écritures saintes. Et c'est la fête de tous ceux qui vivent en Dieu. Conformément à la loi 97-029 qui délègue la gestion des cimetières aux communes, la ville de Cotonou est dans ses prérogatives de visiter les cimetières et voir leur état d'entretien et voir l'état d'entretien des tombes aussi. Comme on le dit très souvent, les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas morts, souffle de Birago Diop. Je voudrais ici dire sincèrement que ce jour-ci, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire parce que eux, ils ont déjà fini leur course. Nous aussi, nous avons notre course. La ville de Cotonou a fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on a à disposition pour essayer de sarcler, enlever les ailes. Vous avez pu voir que les allées sont très peu comme il se doit. À notre niveau, à nous, nous avons pu quand même mettre en place ce qu'il faut pour que la fête soit belle. La fête de la Toussaint a été instituée pour commémorer la consécration d'un temple, pour suppléer à des omissions, pour expier nos négligences, pour nous faciliter l'accomplissement de nos vœux. Mais qu'en est-il réellement? Écoutons le père Raymond Koudjo, il est théologien. Les origines de la Toussaint remontent à l'origine de l'Église catholique. Les chrétiens étaient persécutés et ils avaient pris l'habitude d'enterrer leurs morts dans les catacombes. Et les catacombes où le tombeau des chrétiens était considéré comme un autel sur lequel on célébrait les messes. Et au fur et à mesure que le temps passait, vers l'an 609-610, le pape Boniface IV a institué la fête de la Toussaint qui était en même temps liée à la fête des morts et c'était à la date du 13 mai et 609 je pense. Mais quelques siècles plus tard, les papes Grégoire III et d'abord instituait cette même fête en les ramenant au 1er novembre et le pape Grégoire IV fait aussi le même travail en l'universalisant. Il s'agissait pour eux de pouvoir faire disparaître, il faut le dire de cette façon, et les fêtes païennes qui célébraient un type de fête du Nouvel An en date du 1er novembre de chaque année. C'était une fête celtique. Et c'est là qu'ils ont mis la fête de la Toussaint, qu'ils ont séparé aussi de la fête des morts.
la Toussaint célébrant tous les saints, c'est-à-dire toute l'espérance de l'Église en la résurrection des morts et en la vie et en Dieu, et aussi toute l'espérance de l'Église que nos morts ressusciteront un jour. Donc il y a eu le 1er novembre et le 2 novembre, l'un célébrant tous les saints et l'autre célébrant les morts. Qui appelle-t-on saint et quel est le rôle, à nouveau, le père Raymond Koudjour au micro de Ginette Fleur-Adandé? Il faut commencer par dire « Je suis la résurrection et la vie. Qu'il croit en moi ne mourra jamais et il aura la vie éternelle. » Donc les saints sont ceux qui ont appris à suivre le Christ durant leur vie terrestre. Je dis bien appris à suivre le Christ. Ce ne sont pas ceux qui ont tout respecté, qui ont vécu moralement avec toutes les meilleures valeurs. Non, ceux qui ont fait l'effort de suivre le Christ et de le suivre pauvrement, reconnaissant qu'ils n'ont pas de force, mais qu'ils comptent sur la force de Dieu pour parvenir à l'amour de Dieu. Et donc, ce qui est important pour chaque chrétien, c'est de suivre le Christ. Et il faut se rappeler que quand les apôtres ont voulu remplacer Judas, ils n'ont pas dit ceux qui sont les meilleurs, ceux qui pensent le mieux, ceux qui ont la plus grande intelligence. Ils ont dit tout simplement ceux qui, pendant que le Christ était avec nous, l'ont suivi. Suivre le Christ est essentiel et c'est le sens pour le chrétien. Nous sommes des suiveurs du Christ, c'est-à-dire nous essayons d'imiter sa vie dans notre vie. Autrement dit, nous disons au Christ de vivre en nous et par nous pour que tout ce que nous accomplissions ressemble ou soit même son commandement profond: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça, c'est le sens de la Toussaint qu'il faut retenir. Célébrée tous les 1er novembre, la Toussaint est une solennité chrétienne en l'honneur de tous les saints. Pour d'aucuns, ce jour est dédié à la célébration des vivants, alors que pour d'autres, il est dédié à la célébration des saints. Comment est-elle célébrée dans les familles? La réponse est dans ce micro-trottoir signé Carmen Rodéo. Franchement, rien de particulier. Moi, je vais partir à l'église. Ensuite, je vais prier. Je vais allumer une bougie en la mémoire de ma mère. Et ensuite, je vais partir au boulot. C'est un jour dédié aux saints. Nous nous souvenons des défunts de la famille en participant aux messes demandées au nom des défunts de la famille. La famille se réunit pour assister à une messe. C'est une journée mise à part pour se rappeler, prier pour les défunts et les saints, tous les saints. Nous avons allumé des bougies pour nos proches et nous sommes en prière. Rien de différent à part que spécialement aujourd'hui, j'irai à l'église et prier. Le soir, je vais me rendre à la messe. Personnellement, je n'ai personne qui est décédé à part ma grand-mère qui a été enterrée à Porto-Novo. Et je pense que la famille à Porto-Novo va se rendre au cimetière sur sa tombe quand même pour lui rendre un hommage comme c'est de coutume. S'il y a quelques petites trucs à faire en communauté, chacun s'organise dans sa petite famille pour le faire. À présent, une courte information. À la suite des déclarations de l'ex-journaliste Jean-Eudomi Tokpe, le collectif des mouvements OB26, composé de plus de 30 mouvements et associations, implore la clémence du président Talon envers son ami et frère Olivier Bokor. À travers un communiqué en date du mercredi 30 octobre, il implore la clémence du président de la République envers les deux personnalités poursuivies dans l'affaire coup d'État déjouée. Page santé de cette édition, l'AVC est une attaque cardiaque qui touche environ 140 000 personnes chaque année. En dépit des sensibilisations qui perdurent afin de prévenir la maladie, elle reste cependant un mal très dangereux. Au micro de Mathilde Aïmouan, Fiacre Koudinan, médecin généraliste, énumère les facteurs et risques liés à l'AVC. L'AVC peut toucher tout le monde, mais certains groupes de personnes peuvent présenter un risque plus élevé en raison des facteurs spécifiques. Alors, comme premier facteur, nous avons l'âge.
le risque d'AVC augmente avec l'âge, en particulier après 55 ans. Donc les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir des maladies comme l'hypertension, l'artériosclérose et les troubles cardiaques qui sont des facteurs qui augmentent le risque d'AVC. Comme deuxième facteur, nous avons les personnes atteintes d'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est le principal facteur de risque d'AVC. Donc, les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ont des vaisseaux sanguins plus fragiles, ce qui les rend plus susceptibles de subir un AVC, notamment l'AVC de type hémorragique. Comme troisième facteur, nous avons des personnes ayant des antécédents familiaux d'AVC. Les antécédents familiaux et les prédispositions génétiques peuvent augmenter le risque d'AVC, surtout s'il existe une tendance familiale à l'hypertension, aux maladies cardiaques et au diabète. Comme quatrième facteur, nous avons les personnes qui souffrent de maladies cardiaques. Les troubles cardiaques tels que la fibrillation auriculaire, les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque augmentent le risque d'AVC ischémique en raison de la formation et des caillots sanguins. Nous avons comme cinquième facteur le diabète. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ignorent que le diabète augmente le risque d'AVC, car ça peut provoquer des lésions aux vaisseaux sanguins et favoriser la formation de plaques dans les artères, ce qui limite alors le flux sanguin vers le cerveau. Comme sixième facteur, nous avons les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol. L'hypercholestérolémie favorise l'artériosclérose, ce qui peut entraîner un rétrécissement des artères et augmenter le risque d'AVC ischémique. Alors, comme septième facteur, nous avons ces personnes qui fument. Oui, le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins et augmente la probabilité de formation des caillots. Les fumeurs présentent un risque plus élevé d'AVC que les non-fumeurs. Comme huitième facteur, nous avons les personnes qui consomment de l'alcool de manière excessive. La consommation excessive d'alcool peut entraîner une hypertension et d'autres problèmes de santé qui augmentent le risque d'AVC. Toujours santé, le maintien des reins reste une priorité, quand on tient à sa bonne santé. Mais quels sont les signes et symptômes précoces des problèmes rénaux dont il faudrait être conscient pour pouvoir consulter rapidement un professionnel de la santé? Koudina Fiacre nous renseigne. Comme signes et symptômes précoces, nous avons les changements dans les habitudes urinaires. Je vais parler de la fréquence missionnelle. Parfois, le besoin d'uriner devient plus fréquent, surtout dans la nuit. Donc, on parle de necturie ou au contraire une diminution de la quantité d'urine. Et il y a un changement au niveau de la couleur et de l'apparence. Parfois, vous avez une urine mousseuse ou une urine qui contient du sang. On parle d'hématurie, et ce qui est anormal et peut indiquer des troubles rénaux. Nous avons des douleurs ou inconfort. Il y a une sensation de brûlure ou de douleur lors de la miction. Donc ça peut être aussi un signe de problème rénal, même si elle est plus souvent liée à une infection urinaire. Nous avons des fatigues, la fatigue et des faiblesses. Les reins sains ont l'habitude de produire une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la protection des globules rouges. Donc une fonction rénale réduite peut entraîner une anémie et causant ainsi la fatigue, la faiblesse et les sensations générales de baisse d'énergie. On a des œdèmes, ce qu'on appelle communément gonflement. Donc nous avons des œdèmes au niveau des pieds et au niveau des chevilles, des mains, au niveau du visage. Donc sous les yeux, on a un gonflement qui peut indiquer une fuite de protéines dans l'urine, qui est un signe précoce de maladie rénale. Nous avons l'hypertension artérielle. Donc les reins ont l'habitude de jouer un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle. Une hypotension nouvelle ou qui devient difficile à contrôler peut être parfois un signe de problème rénal. Et nous avons les douleurs lombaires ou latérales. Il y a une douleur ou une gêne dans le dos, dans le bas du dos, surtout d'un seul côté, qui peut être associée à une infection rénale ou à des calculs rénaux. Donc cette douleur peut être aussi irradiée vers l'abdomen ou au niveau des plis de laine. Nous avons parfois des démangeaisons cutanées et aussi la peau sèche. Et les reins aident à éliminer les toxines du corps. Donc en cas de dysfonctionnement rénal, les toxines peuvent s'accumuler, causant ainsi des démangeaisons persistantes et une peau sèche. On a une sensation de goût métallique ou une mauvaise haleine. Donc l'accumulation des déchets dans le sang peut provoquer un goût métallique persistant dans la bouche ou une haleine amnoïque, une haleine amnoïque. Donc c'est un signe précoce d'une altération de la fonction rénale. Nous avons des pertes d'appétit, des nausées et vomissements. Il y a une accumulation de toxines qui peut parfois provoquer des troubles digestifs et des troubles digestifs avec des pertes d'appétit, des nausées et des vomissements. Il y a une confusion ou trouble de concentration.
Lorsque les reins ne filtrent pas correctement les déchets, des niveaux élevés des toxines dans le sang peuvent affecter le cerveau, ce qui peut entraîner des difficultés de concentration, de la confusion ou même des pertes de mémoire. Pour la consultation, si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, surtout si ces signes sont persistants, il est important de consulter un professionnel de la santé pour des tests de fonction rénale comme la mesure de la créatinine, l'analyse d'urine ou le calcul du débit de filtration glomérulaire. Donc il y a une prise en charge précoce qui peut aider à préserver la fonction rénale et à prévenir contre les complications graves. On quitte la page santé pour parler société. Les relations toxiques, souvent marquées par des dynamiques de pouvoir déséquilibré, de manipulation ou de dépendance émotionnelle, peuvent nuire profondément au bien-être mental et émotionnel de ceux qui en sont victimes. Est-il possible de transformer une relation toxique en une relation saine ou est-ce souvent voué à l'échec? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Alors, pour ma part, je pense qu'il est possible de transformer une relation toxique en une relation saine, mais cela nécessite un engagement sincère des deux partenaires, des efforts constants et souvent un soutien extérieur. Cela étant, les deux personnes doivent être conscientes du comportement toxique et être motivées pour les transformer. Si un seul partenaire souhaite s'améliorer, il sera difficile de rétablir l'équilibre. Il y a également l'aspect de la communication, c'est-à-dire que la relation doit reposer sur la communication et la transparence. C'est-à-dire les deux personnages doivent se dire la vérité. Bon, pour moi, la seule façon de transformer une relation toxique en une relation saine, c'est d'être patient. Si c'est une femme, qu'elle soit patiente. Et seulement la patience ne suffit pas. Tu peux être patiente comment, mais si le gars est dans son monde et qu'il n'a pas envie de changer et qu'il n'a même pas l'intention de changer, c'est-à-dire il ne sait même pas que lui, il a un comportement qui est violent, il n'aime pas en lui-même, c'est qu'il regarde, il est dans son monde. Maintenant, pour pouvoir rester éternellement avec lui, c'est de prier, parce qu'il faut pas seulement être patiente. Dans ces histoires de relations toxiques qu'il engendrait, genre de bonnes relations et tout, c'est pas évident, parce que quand on parle de relations toxiques, c'est que on est dans un couple où deux personnes sont en couple, mais il y a un qui aime plus que l'autre, au fait, et l'autre a tendance à profiter de celle ou celui qui aime plus, tu vois. Et étant donné que toi tu aimes le plus, tu ne peux pas te débarrasser ou bien te séparer de celle-là. Et genre, tu te plies aux envies, à tout ce que la personne veut, au fait. Donc, moi, je ne pense pas que ces genres de relations-là puissent aboutir à quelque chose de sain ou quoi que ce soit. C'est même pas évident. Au cours des dernières 48 heures, les forces de défense et de sécurité du Niger ont interpellé au moins 22 individus soupçonnés de fournir des approvisionnements aux groupes armés terroristes selon un bulletin publié mercredi par l'armée. Lors de ces opérations, un véhicule utilisé pour la fraude a été immobilisé et les forces ont saisi des fusils AK-47, 14 chargeurs contenant 110 cartouches de divers calibres ainsi que 2 grenades offensives. Le Niger est confronté dans certaines de ces zones frontalières aux violences de groupes terroristes, notamment ceux installés dans le sud de la Libye après la chute du régime du Muammar Kadhafi en 2011, ainsi que des organisations liées à Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar-Dine et autres mouvements actifs dans le nord du Mali, sans oublier Boko Haram présent au Nigeria depuis 2009, qui répand la terreur dans la région de Difa. Je l'annonçais en titre, la Fédération internationale de football association a choisi le Bénin pour lancer la phase pilote de son projet Mini Beach. Carmen Hodeo. Bonjour Samuel, bonjour chers auditeurs. Cette initiative a pour objectif de construire des mini-terrains de football dans les écoles pour offrir aux enfants un accès facilité aux infrastructures sportives sécurisées, comme l'a annoncé la Fédération béninoise de football FBF jeudi sur sa page Facebook. Dans une lettre datée du mercredi 30 octobre 2024, la FIFA a informé la FBF de ce projet qui comprend l'installation de terrains de petite taille avec un système de rebond et des buts intégrés. Par ailleurs, l'Organisation internationale de football encourage la FBF à mobiliser tous les acteurs clés afin de garantir le succès de cette phase pilote qui servira de modèle pour une extension mondiale, précise la FBF.
Le Bénin pourrait faire sans son défenseur Cédric Antondi pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025, alors que le Guépard est toujours à l'infirmerie depuis sa blessure lors de la trêve d'octobre. Le Bénin joue en novembre prochain sa qualification pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Deuxième du groupe D derrière le leader Nigeria, les Guépards affronteront les Super Eagles et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye dans le cadre de la 5e et 6e journée des phases qualificatives. 2 rendez-vous cruciaux pour la bonne à Steve Mounier qui n'a plus droit à l'erreur. Mais pour ce double duel, le sélectionneur Guénot et ses poulains pourraient faire sans Cédric Antondi. Blessé lors de la trêve internationale d'octobre, le défenseur central n'a toujours pas repris le chemin des terrains. Il pourrait ainsi être le grand absent de la prochaine liste du technicien franco-allemand. Pour rappel, les Béninois recevront les Nigériens le 14 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire à partir de 20h GMT+1 dans le cadre de la 5e journée. La bonne à Steve Mounier se rendra ensuite en Libye pour la 6e et dernière journée le 18 novembre à 17h GMT+1 au stade du 11 juin. Voilà, c'est tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tibus Guézo à la technique, Carmen Hodeo à la coordination. À la présentation, je suis Samuel Okora. Bon après-midi à tous. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62.